Bonsoir à tous et à tous. Bienvenue dans ce nouveau live donc, de Lundi Rentable. Ok, bah écoutez, aujourd'hui on reçoit Estelle, donc, un abonné. Bonjour Estelle. Bonjour, bonsoir. Donc voilà, c'est 12e édition des Lundis Rentables, mais c'est la quatrième en tout cas, ou troisième, quatrième, où on fait une analyse de patrimoine. L'idée donc voilà, c'est d'analyser le patrimoine d'un abonné qui m'a contacté pour me demander de passer. Donc Estelle, je te propose que, déjà peut-être que tu te présentes, que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es, quel âge tu as, quel est ton travail, avant de rentrer dans le cadre du patrimoine, qu'on ait un petit peu plus, qu'on puisse un peu s'identifier à toi et à ta situation personnelle. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment très intéressant et un peu excitant de participer à un live après t'avoir écouté pendant 2 ans déjà presque sur le podcast. Alors comme vous pouvez 2 ans, tu voir pour m'écoutes? mon Waouh! accent, ouais, oui, Tu presque as pas depuis tu as 2 pas ans. marre de tu as pas marre de ma voix, c'est bon? Non, 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 pas du tout. Alors comme vous pouvez voir pour mon accent, je suis espagnol, mais je suis venu en France il y a 9 ans, un peu plus de 9 ans déjà. J'habite à la ville de Belfort, très petite ville et pas très appréciée, je vois, pour Mmh. pas mal de gens, mais je suis très bien là, j'aime beaucoup. Je suis venu pour le travail. J'ai 53 ans. Mmh mh. Du coup, j'ai une fille de 5 ans et je suis séparé OK. en train de divorce. Si tout va bien, d'ici un mois, le prononcement de jugement va être fait. Et voilà mon parcours. Ouais, je suis cadre d'une entreprise multinationale américaine. Je suis responsable OK. achat d'une branche des énergies renouvelables, de l'éolienne. Et OK. mon parcours vital m'a amené à. Bah, je suis originaire de Barcelone, pardon. Je suis allé habiter en Mmh. Uruguay il y a 18 ans. Après, OK. je suis rentré en Europe, en Angleterre. Après, Mmh mh. au sud de l'Espagne, à Séville, pour finalement venir en France en 2014. Voilà, OK, ouais, donc façon c'est un beau résumée. petit tour du monde ça, hein? Oui, oui, pas Tu as mal. tu as bien tu as bien bourlingué. Ouais. OK, donc 52 ans, c'est ça, 52 ans, donc du coup, tu as une idée de la date de la retraite? Est-ce que j'imagine que tu commences à peut-être y penser ou à la préparer? Enfin, je pense que tu as des objectifs Oui, aussi. officiellement, là, c'est 64 ans depuis la Mmh. dernière réforme. Et j'ai pas mal étudié sur le sujet parce que, à cause de ma situation, ça va être un peu compliqué. La grosse majorité de ma vie, ma carrière professionnelle a été en Espagne. Pour la OK. convalidation de tous ces systèmes de trimestres ici en France, plus l'année que j'ai travaillé en Angleterre, qui était Mmh. part de l'Union européenne à ce moment-là. En fait, j'attends mes 55 ans parce que je sais que je peux prendre un rendez-vous gratuit avec le service public. Et je me suis renseigné aussi par rapport à certaines boîtes qui font de l'analyse privée, qui sont un peu Mmh. chères, mais peut-être probablement sera un bon investissement parce que mon cas, c'est assez particulier. Particulier, ouais. Oui, je dois faire mon mieux pour optimiser le montant de la retraite. Public, Yes. public. Je propose qu'on passe sur l'analyse de ton patrimoine. Alors, pour ceux qui sont sur YouTube ou même sur Insta, vous allez voir quand je vais partager un tableau qui est le tableau que je suis en train qui est un peu en mode bêta test, que Estelle est un peu mon cobaye. Je suis en train de créer en fait un outil un petit peu vraiment complet pour gérer son patrimoine, pour vraiment se simplifier la vie, pour voilà, ceux qui en ont marre, peut-être des problèmes de synchronisation sur les agrégateurs de patrimoine. J'essaie de faire un truc simple, complet, qui va me servir et pour les analyses patrimoniales et aussi pour rien vous cacher, hein, pour ma prochaine formation que je suis en train de créer, ce qui va être vraiment sur l'allocation patrimoniale globale, voilà, qui va me servir aussi d'outil bonus là-dessus. Et voilà, donc juste pour info, s'il y a des erreurs de formule ou quoi, ne m'en voulez pas, c'est encore en bêta test. Et voilà, l'idée c'est de m'appuyer là-dessus aussi pour faire les analyses patrimoniales, parce que ça pourra me servir. Du coup, donc ce qu'on voit sur ce que je t'ai fait renseigner, Estève, c'est que tu as un profil de risque dynamique. Alors ça, est-ce que tu l'as déterminé, tout seul? Comment tu as fait pour le déterminer? Est-ce que tu l'as fait, voilà, au doigt mouillé ou est-ce que tu sais que quand tu ouvres une assurance vie ou quoi, bah, tu as ce profil-là qui Oui. ressort? Oui, en base de différents placements que j'ai faits et en répondant à toutes les questions de formulaire.
Ah, j'avais une idée Donc ça déjà. t'y C'est revient. pas extrêmement dynamique, mais oui, le résultat qu'il montre, finalement, c'est. OK. Donc du coup, ton horizon de temps est de 12 ans, donc j'imagine que ça colle avec la retraite, hein, tu en as 52 et 64, hein, En donc fait, pour être honnête, mon horizon de temps, c'est à vie. Mais oui, pour mettre ouais, un chiffre, c'est plutôt vers la retraite. Mais oui, je ouais. considère, c'est tellement la passion que j'ai aussi pour les investissements que je me considère un investisseur à vie. OK. Bon après, il y a aussi, bon, là on fait vraiment au global, hein, sur l'horizon de temps, mais c'est vrai qu'en théorie, hein, quand on est en mission de conseil aussi, on pense à Oui, horizon de temps oui, égale aussi objectif, hein. Tu peux avoir oui, un horizon de exactement. temps pour la retraite, après tu peux avoir un horizon de temps pour la transmission, un horizon de temps pour, le revenu passif, donc chaque objectif peut avoir son propre horizon de temps. Et voilà, là, pour le coup, quand tu as mis 12 ans, je pense que voilà, c'était, on parlait vraiment de la retraite. Oui. Donc ton épargne de précaution est de 16 000 €, donc qui est déjà constitué, j'imagine? Non, je veux le compléter, mais oui, comme je disais, à cause de, ou peut-être qu'on en parlera sans trop de détails, mais à cause de la situation de divorce, j'ai dû repartir de zéro, parce que finalement, là, à cause Ouais, de la division de patrimoine, je suis resté avec la maison. Pardon, j'ai décidé de garder la maison. Et tous les d'accord. placements, oui, je vais rester presque à zéro. Et il y a 3, 4 mois que j'ai commencé voilà, à préparer un peu mon stratégie. Et c'est pour cela que j'aimerais arriver à 1000 euros, 20, 20 quelques, OK, ça va être suffisant, je pense. OK. OK, donc ouais, elle est pas encore constituée, mais tu as déjà un petit matelas Oui, pour l'instant et tu vas la compléter, OK. oui, Donc ta tranche marginale d'imposition est de 41%, et tes objectifs donc, préparer ta retraite, donc on en a parlé, valoriser le capital, les revenus passifs et préparer la transmission. oui. Sur les revenus passifs du coup, est-ce que c'est des revenus passifs que tu souhaiterais immédiatement ou plutôt pour la retraite? Non, pour la retraite. Oui. Pour la retraite, OK. Donc, c'est pas des revenus passifs immédiats, mais plutôt pour dans 12 ans. Donc au Mhm. final, l'horizon de temps, et là, il concerne finalement bien au moins trois choses. Et la transmission, bah, c'est forcément, ce sera dans un second temps. OK, donc du coup, si on regarde un petit peu plus en détail ton patrimoine, donc là, on a l'allocation globale, hein, après on va rentrer dans le détail, bien sûr. Dans l'allocation globale, de ce que tu m'as renseigné, tu as 85% qui est de l'immobilier, tu as à peu près 10% en bourse et tu as 7% en exotique. Donc en termes de montant, pour ceux qui n'ont pas les images et surtout pour ceux qui vont réécouter en rediff sur le podcast, ça nous fait à peu près 366 000 d'immobilier, 42 000 de bourse et 30 000 d'exotique. Alors, l'exotique, on va en parler après, c'est assez intéressant parce que c'est quelque chose assez particulier. Et je suis vraiment, je trouve ça super intéressant d'en discuter. Ok, donc on va regarder un petit peu le détail donc du patrimoine que tu m'as renseigné. Donc, alors, encore une fois, pour ceux qui regardent en vidéo, j'ai vraiment découpé en 4, ouais, en 5 gros axes. Une, c'est l'épargne de précaution, mais en réalité, ça va pas nous intéresser parce que, bah, l'épargne de précaution, c'est vraiment juste là pour les imprévus, donc on va pas le détailler. Il y a la partie sécuriser liquidité, donc qui est garantie en capital, mais peu rentable, mais vraiment sécurisé, comme fonds euros, des fonds monétaires, des comptes à terme, le PEL, des choses comme ça. La partie bourse, qu'on peut mettre sur laquelle on peut diviser en actions et obligations, même si bon, la majeure partie de bourse, généralement, c'est en actions, mais voilà, pour le coup, bourse, on va considérer qu'il y a actions et obligations, et une partie immobilier et une partie exotique. Donc, je récapitule les 5, épargne de précaution, actifs sécurisés, bourse, immo et exotique. Sur la partie, on va recommencer par le plus gros, quand même, parce que c'est quand même là où il y a là où tu as le plus de patrimoine. Donc, tu as ta résidence principale donc en net qui est à 246 000 euros. Donc, ça, j'imagine que tu n'as plus de crédit dessus, ou peut-être encore, je ne sais pas. Oui, j'en ai encore. Oui. D'accord, ok. Ça, c'est. Oui. Ok, et ensuite, tu as de l'immo physique net à hauteur de 120 000. Est-ce que ça, c'est un investissement locatif, plusieurs? À quoi ça correspond? Non, ça, c'est un peu particulier parce que c'est à cause de l'héritage de décès de mon papa que j'ai préféré investir dans la maison familiale. Du coup, j'ai une partie de la maison familiale en Espagne qui est valorisée aujourd'hui à ces montants-là. Alors, ça ne me donne pas de revenus, c'est complètement un investissement pour la revalorisation à terme. Ouais, c'est un investissement patrimonial plutôt, et pas de Oui, rendement, quoi. C'est ça. non, OK. OK, ensuite tu as 500 € en, SCPI en assurance vie. ouais, Hem, OK. Alors du coup, c'est intéressant parce que tu vois, ça c'est, parce que si on s'en tient vraiment à ton patrimoine, global, hein, quand on regarde le patrimoine global, on voit que tu as
84% de ton patrimoine qui est en IMO. Mais en réalité, comment dire? C'est disproportionné, mais enfin, c'est un peu faussé en fait parce que tu vois, ta RP finalement, c'est ton toit. Alors ça reste du patrimoine immobilier bien sûr, mais c'est pas Oui, quelque chose qui va te permettre de générer des revenus passifs à la retraite, tu vois? Parce que, ben, c'est là où tu vas vivre et c'est ce qui va ça va t'économiser un loyer, donc dans le budget bien sûr ça va compter et c'est pas ça qui va, sur quoi tu vas compter pour générer des revenus passifs. Comme finalement ton immobilier patrimonial que tu as en Espagne. Donc en réalité, c'est pour ça que c'est toujours un peu que tout est personnalisé, tout est compliqué en gestion de patrimoine parce que, on pourrait se dire: «OK, tu as 85 d'IMO, c'est pas bien, il faut absolument plus diversifier». Mais en réalité, ça, c'est ta part ou c'est ta RP plus plus voilà, ta maison secondaire ou ta maison familiale. Et en réalité, si on veut vraiment penser allocation pour diversifier, je pense que tu vois, c'est pas déconnant de sortir tes RP. Parce qu'au final, tes RP, c'est, alors RP égale résidence principale, c'est pas oui, déconnant de sortir tes RP parce que, ben, voilà, c'est pas ça qui va te générer des revenus passifs. D'autant et quid après de la maison familiale, tu vois, de ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez, éventuellement, je sais pas, louer un Airbnb? Je sais pas quels sont les projets là-dessus. Est-ce qu'il y a oui. possibilité de dégager quelque chose avec ça? Ou c'est vraiment, c'est là pour un investissement pur plaisir et patrimonial au long terme? Non, c'est une des choses que ça tournait un peu dans ma tête. Effectivement, la résidence principale, comme elle reste, c'est assez grand par rapport à une personne. Une personne et une fille qui est en garde alternée, du coup, c'est 50% du temps. Mais mon idée, évidemment, l'année dernière a été de beaucoup de bouleversements, de chamboulements à niveau psychologique, on peut dire, à cause de la situation. Mmh. Et là, j'ai commencé à envisager quelques idées, mais ce que je veux, c'est être serein par rapport quand tout sera signé, tout le transfert de placement. Seulement pour l'anecdote, ouais, anecdote, pas anecdote, mais la nuance, c'est que avant de faire cette division, si on avait fait cette, pardon pour les erreurs en français, mais je me fais encore, si on avait fait cette live il y a 2 ans, ma répartition serait plutôt en bourse, j'avais 50-55%. J'étais à l'aise. Tu vois, j'avais 55% d'investissement en bourse, 10% en obligations et le reste était un peu divisé entre un plan d'épargne, PER, d'autres types d'investissements. Alors aujourd'hui, la situation a changé complètement. La résidence principale, oui, une fois je serai complètement stabilisé et la maison sera à moi, 100%, parce qu'aujourd'hui, Mmh. ce n'est pas encore signé. Il y a des possibilités de faire une partie en location ou éventuellement même faire une division. Je sais que celle-là, c'est assez plus compliqué, beaucoup plus de travaux, mais il y a des Ouais, possibilités OK. Là, tu parles on est d'accord, tu parles de la maison familiale, hein? de la maison, Ou la la RP résidence aussi? principale. Oui, Ah, de la la résidence RP. principale, OK. La OK. maison familiale, non, la maison familiale, je vais la vendre. Au moment que ma mère, par loi de vie, elle devrait partir. J'espère qu'encore il y a beaucoup de temps en Plus tard avant, mais possible. oui. Mais non, là, en Espagne, après les expériences de toutes ces années à l'extérieur, je vais Mmh. tout gérer ici en France. Et quand je l'aurai héritier, voilà, Mmh. je vais la vendre. Je le fais pendant 15 ans, j'irai à la distance. C'est pas mon truc. OK. Et même ici en France, voilà, comme on a discuté Ouais, un peu au c'est échanger, pas je suis plutôt vers un autre type d'investissement. ouais. Après ça, je comprends l'investissement à distance en IMO, alors je sais qu'il y en a qui arrivent, hein, il y en a qui le font très bien. Moi, je sais Oui, qu'à titre perso, c'est pas quelque chose aussi, que je referai à l'avenir parce que c'est pas forcément simple, mais, je sais qu'il y en a plein qui s'en sortent très bien et qui y arrivent, hein, mais je peux comprendre ton point de vue en tout cas. Hem, OK, du coup, si on revient sur donc ton patrimoine, donc voilà, tu vois que voilà, quand on dézoome un petit peu, qu'on voit ton patrimoine, on voit qu'on peut considérer que on peut voir finalement un patrimoine sous 2 prismes, en fait. On peut voir le patrimoine global en incluant, bah, ton immobilier, patrimonial, même résidence principale, qui fait que forcément tu as une plus grosse part de ton patrimoine en IMO, ce qui est le cas de la majorité des gens. Et moi je trouve que c'est intéressant finalement d'avoir 2 visions du patrimoine. Une avec la RP inclus et une mhm, où tu n'as pas la RP. Comme ça, tu vois quel est ton patrimoine hors résidence principale et concrètement, en gros, avec le patrimoine net que tu as, quand c'est que tu pourras atteindre la liberté financière avec le rendement qui va être issu de ce patrimoine sur lequel tu peux générer des revenus passifs. Donc ça, je trouve intéressant d'avoir ces 2 visions-là. Bon, tout ça pour te dire que, tu vois, ce qu'on voit ici,
faut pas s'y fier, faut pas penser, enfin, tu vois, je te donnerai pas le conseil de te dire: «Bah non, on vend de l'IMO pour mettre de la bourse», tu vois? Parce que ce serait pas adapté à ta situation et parce qu'on est biaisé par, le gros montant de l'ARP. OK, je te propose que maintenant on passe sur la partie bourse. Est-ce que tu peux nous détailler sur la partie obligations du coup, quels sont ces 30 000 €? Alors, le 30 000 euros, il y a 22 000 euros qui sont sur un plan en PER, mais que j'avais Mmh. ouvert en Uruguay quand Ouais. j'ai travaillé là-bas. Et voilà, je ne peux pas le récupérer jusqu'à la retraite. Alors, je n'y fais aucune apportation parce que c'est un investissement assez, c'est dans les obligations, mais quand même, il y a un risque de taux d'échange fort. En fait, Mmh. depuis C'est qu'on quel type d'obligations? Tu sais quel type d'obligations sont sont investies? d'obligations d'État et d'entreprise, mais la majorité sont d'État. Alors, C'est il y a, des États plutôt d'Amérique latine ou plutôt oui, d'Europe? oui, oui, l'Amérique latine et un peu des OK, États-Unis. Alors, il y a OK. la couple rendement, pardon. Risque, il y a le risque d'échange qui est mauvais parce que voilà, le peso uruguayen, ça se déprécie. C'est Ouais, ce que j'allais pas. te dire parce que alors je sais pas la situation en Uruguay, mais je sais qu'en Argentine, voilà, il y a quand même Oui, une oui, hyperinflation depuis 10 ans donc oui. ouais. Non, en Uruguay, l'inflation moyenne, c'est environ 8%, OK. au minimum jusqu'aux 2 dernières années. Je ne suis pas trop les 2 dernières années, mais c'était environ 8%. En même temps, le rendement était aussi assez fort et le risque de taux d'échange était un peu mauvais. Je me souviens quand je l'ai ouvert, le taux d'échange en euros, pour un euro, tu avais 30 pesos. Aujourd'hui, il y a 50 pesos. Alors, oui, c'est une OK, ouais et dépréciation donc du assez coup notable. Mais je ne peux pas le retirer jusqu'à la retraite. Alors, il parce que faut que je la tienne. Je n'y mets aucune apportation. Et les autres 8 000, le reste de 8 000 euros, c'est pour en fait, un PERCOL ici en France, avec mmh, l'entreprise dans laquelle je travaille. Et là, je le OK. fais. Pourquoi c'est une obligation, même s'il me reste encore plus de 10 ans de retraite, c'est parce que dans ma stratégie, je fais les obligations là purement ou le plan d'épargne retraite entreprise pour l'abonnement. Alors, OK. j'obtiens le Alors 30. Ouais, pardon. question, tu fais très bien de profiter de l'abondement. Moi, c'est ce que je conseille la plupart du temps, hein, que les PE et les PER, sont top pour profiter de entre guillemets «de l'argent gratuit» de l'abondement. Par contre, pourquoi le mettre sur le PERCO et pas sur un PE? Où c'est plus flexible finalement? Parce que tu vois, le PERCO, tu es bloqué jusqu'à 64 ans, alors que le PE, finalement, tu es bloqué que 5 ans. Parce qu'il y a plus d'abondement sur le PERCO, d'abord. Deuxièmement, parce que je n'aime pas, heureusement, sauf surprise majeure, je n'aime pas de besoin de, de l'argent, a priori, jusqu'à la retraite. OK. Et oui, ce sont les deux principales raisons. OK, alors il y a une des raisons qui me va et l'autre qui me va moins bien. Mhm. Heu, la 1re, c'est quand tu as dit: «Il y a plus d'abondement su» parce que c'est le PER. Alors ça, Oui, honnêtement, je sais pas, je connais pas les politiques de toutes les entreprises, donc si tu le dis, c'est que du coup, je te crois. oui, Donc dans ces cas-là, effectivement, bah, tu as raison d'en profiter parce que, bah, plus d'argent gratuit, top. Par contre, moi, il y a quelque chose que j'aime pas sur les PER et les PE, enfin les P pardon, pas les PER, les PE, les PERCO, enfin les PER entreprises et les PE entreprises, ou les PEG, c'est qu'en fait la profondeur d'offre qui est proposée est très faible et très oui, moyenne, voire médiocre. En oui, très gros, tu as que des fonds d'investissement, quoi. Que des fonds d'investissement et tu as aucun ETF et bon, ceux qui m'écoutent, savent que je suis très pro ETF. Bon, je ne vais pas forcément redire la raison pour laquelle, hein, il y a suffisamment d'épisodes, je pense, qui en parlent et je pense que toi-même tu sais, Steph, pourquoi, je préfère favoriser les ETF. Donc moi, généralement, ce que je recommande, pour les gens qui sont en PE, alors pas du coup pas en perco, hein, c'est qu'en PE, du coup, tu profites de l'abondement de la boîte, parce que, ben, voilà, je sais pas moi, si tu mets 1000 et tu en mets 1000, bah, tu en profites, hein, tu vois? Tu mets le max possible pendant les 5 ans. Ça travaille comme ça travaille avec des fonds d'investissement, donc qui vont quand même suivre la performance du marché avec un petit peu moins bien parce qu'il y a pas mal de frais et au bout de 5 ans, du coup, ben, dès que tu peux débloquer, tu sors l'argent, donc du coup sans impôt et là, tu le réinvestis sur des supports, type PEA, assurance vie, compte titres, sur lequel tu auras la main, tu pourras choisir et compléter ces stratégies qui vont être plus efficientes parce que tu pourras construire des portefeuilles d'ETF, éventuellement stock picking si tu t'en sens capable, ce qui te permettra, voilà, d'en profiter, enfin voilà, comment dire? D'avoir un peu le double effet qui se coule, d'avoir profité de l'argent gratuit, du PE et hem et comment dire? Et toi après de mettre sur des supports qui auront une performance et des frais faibles et une performance du moins historiquement plus importante
que, que les fonds d'investissement, quoi. Alors je suis désolé, alors, je m'arrête 2 secondes, je vois quelques questions qui arrivent sur YouTube. Donc Teddy qui me dit: «Dans quelle situation faut-il inclure la résidence principale dans l'allocation globale?» Alors, Teddy, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est, moi je trouve intéressant d'avoir un petit peu 2 allocations. Une où tu inclus ta résidence principale, parce que ça reste quand même ton patrimoine immobilier. Enfin, tu vois, ça reste à toi, donc c'est quand même important de savoir quelle part d'immobilier tu as dans ton patrimoine global. Mais je pense que c'est bien d'avoir une allocation globale avec RP et une sans RP. Parce qu'en fait, ta résidence principale, c'est alors il y a le débat, est-ce que c'est un actif ou un passif? Bref, ça, je ne vais pas forcément entrer dans le débat maintenant, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas ça qui va te générer des revenus passifs. C'est pas ça, ça va se valoriser, enfin ça peut se valoriser en fonction d'où tu habites, tout ça. Donc ça restera du patrimoine que tu récupéreras le jour d'une vente, mais si tu le récupères, généralement, c'est pour réinvestir dans une RP. Donc c'est pas des placements qui vont te générer des rentes, des revenus passifs pour la retraite potentielle ou pour une éventuelle liberté financière. Donc ça peut être, pour moi, c'est intéressant d'avoir toujours 2 allocations, une où tu inclus les RP et une où tu inclus pas, pour voir en gros avec ton patrimoine hors RP, qu'est-ce que tu pourrais générer en revenu passif pour, voir en gros quel pourrait être ton complément de revenu à un instant T ou pour la retraite. Romain qui me dit: «Bonsoir Thomas, quelle est la fiscalité à la sortie d'un PE après 5 ans, 30 ou seulement la CSG?» C'est que la CSG après 5 ans, d'où l'intérêt de le garder au moins 5 ans. Et Mathieu qui me dit: «Mais si une bonne boîte, tu as des actions dans l'entreprise avec dividendes à la clé aussi?» Très, très bonne remarque, Mathieu. C'est complètement vrai. Il y a plein de clients qui sont chez des boîtes dont je ne citerai pas le nom et qui ont du coup, des actions, voilà, décotées, hein, du CAC 40 ou même, pas forcément du CAC 40, mais qui sont de très bonnes boîtes et qui peuvent avoir de très bonnes boîtes, du coup, un peu gratuites grâce à l'abondement. Alors, sur ça, faire quand même très attention parce que j'ai déjà eu des clients qui avaient des actions d'une boîte dont je ne vais pas forcément citer le nom, mais qui étaient dans la boîte depuis tellement longtemps et qui avait eu tellement d'abondements et voilà, qui avait tellement carré dans la boîte qu'ils avaient l'équivalent de 200 000 € d'actions en question. Par contre, ils avaient rien à côté. C'est-à-dire que leur exposition à la bourse était 100% sur une action. Donc, par chance, c'était une action qui était super bien et qui avait performé super bien et qui est toujours une super action. Mais ça peut être aussi très très risqué parce que si on peut en fait être ultra concentré sur une boîte si on commence à rester longtemps dans l'entreprise et profiter des abondements de la boîte qui va nous faire investir sur l'action de la boîte. Donc il faut quand même faire attention. C'est très bien d'avoir une action avec de la boîte avec des dividendes, mais au bout d'un certain temps, on peut avoir un portefeuille un peu disproportionné si on a un peu trop d'actions. Désolé, Steve, je reviens à toi. Non, pas de souci. Ok, donc du coup, donc ouais, on a parlé de ta part d'obligation. Ouais, donc on revient, on parlait du coup justement du PE et voilà, bon, je t'ai expliqué un petit peu ça. Donc ouais, toi, tu as choisi finalement de mettre sur le Perco parce que tu considérais que tu n'avais pas forcément besoin de l'argent jusqu'à la retraite, quoi. C'est ça un petit peu ce qui t'avait fait choisir ça, c'est ça? Moi, ça, dans le choix de la diversification, en fait, c'était pour voilà, profiter de l'abondement. Et, Ok. euh, et oui, Et là, pourquoi pas j'ai, en action du coup? Et pas pourquoi parce qu'en en action, obligation et pas en action? parce que j'aime beaucoup investir en direct en action, comme on parlait là tout de suite. Ouais. Alors, mon stratégie action, c'est pas comme tu disais, même il y a, je ne vais pas dire le nom, mais oui, l'entreprise qui gère le PR de ma boîte, c'est une des top en fait, de Et dans le CAC ETF, 40? mais dans le CAC 40, oui. Et en fait, ce Ok. que j'ai découvert, c'est que comment dire, oui, les produits qu'ils offrent, en fait, c'est un panier de fonds de la propre entité, alors que tu as probablement double Ah, un fonds de fonds? commission. Ouais, c'est un fonds de fonds. Ah ouais. C'est pour ça que Ouais, j'y ouais. mets le minimum pour avoir l'abonnement, pour arriver à 30% Mmh. d'abonnement. Et basta. La reste, je les mets direct. Ouais, ça ouais, ça tu vois, je suis vraiment pas fan, encore moins fan que les fonds d'investissement. Ça, c'est la double peine, quoi. Tu as déjà un fonds Oui, d'investissement qui prend des frais et qui fait moins bien que le marché et quand tu as un fonds de fonds, ouais, alors là, tu tapes la double peine, le double frais et machin. OK. Bon, oui. après, à l'avenir, pose-toi quand même la question, tu vois, tu as quand même la retraite dans 12 ans. 12 ans, Mhm. ça peut valoir le coup de se poser la question, pourquoi pas le mettre dans le PE? Pour que dans 5 ans, tu puisses toi le récupérer et le placer sur des supports, du coup moins chargés en frais et du coup potentiellement plus performants. Ça peut, enfin voilà, je te mets la puce à l'oreille, hein, bien sûr, tu en feras ce que tu veux. Ah, comme je te disais, le PE donne un 20% d'abonnement, et par contre, le Ah, et le PERCO et le donne PE, il te donne combien? Il te 30. donne rien du tout le PE? 30.
Le PE vend un peu moins de vent, 18, je pense 18, quelques, et le PR Ouais. en 30%. Ah OK, ouais, donc c'est quasiment le double, OK. OK, ouais. Ouais. Effectivement, malgré les frais, ça peut se comprendre. OK. OK, du coup, je te propose qu'on passe sur la partie action et le PEA et ton CTO et ta part sur assurance vie. Donc on va aller donc sur notre fenêtre du tableau que vous voyez, alors je vais un petit peu la zoomer. Donc sur la location ETF, donc tu as un iShares S&P 500 à hauteur de 300 €. Tu as pas mis ton Ouais. dispositif, il est sur quoi? Sur le PEA ou le compte titre? Ah, c'est le comme titre, pardon. Le compte titre, OK. Et tu as un Bestinver Espagne à hauteur de 6 000 € à peu près. C'est sur quoi Oui. ça? Sur un compte titre C'est aussi? oui, c'est un fonds d'investissement en Espagne que je ne peux pas récupérer jusqu'à l'année prochaine pour des raisons de réglementation là-bas. D'accord, et Mais c'est l'équivalent je ne l'aime pas. C'est comme une OPCVM. Oui. oui, oui, alors je vais mettre CTO pour info, mais c'est l'équivalent j'imagine d'un CTO espagnol. Enfin, c'est un truc où tu investis en Oui, actions un peu classiques, ouais. oui, c'est un fonds d'investissement, tu l'achètes sur la société directement. OK, d'accord. Ça fait fond, OK. Et ouais, du coup, les perfs sont pas à la hauteur ou pas au rendez-vous, enfin, pas ce que tu souhaitais? Pas du tout. C'est pas un très bon. À l'époque, il y a 15 ans, c'était un très bon gestionnaire, mais ils ont changé l'équipe de direction. Et en plus, voilà, les Et c'est commissions sont 2,6 ou 2,7. c'est quoi leur objectif? C'est de faire mieux que le marché espagnol ou ils ont une stratégie Non, d'action spécifique? c'est stratégie internationale, oui. D'accord, donc sur les actions au monde, c'est Oui, diversifié, obligations actions ou c'est que oui. actions? Non, Action Monde. Que actions, OK. OK, bon, bah, du coup, ouais, si tu bloqué pour le coup, hein, malheureusement, faut attendre. Oui, oui. OK, et ensuite en stock picking donc, je cite ce que je vois, donc tu as du L'Oréal pour 4 000 €, Airbnb pour 722 €, du Apple pour 25 € et The Trade Desk pour 1 014 €. Donc tout ça, c'est sur, compte titre ou tu en as sur le PEA? Le PA, L'Oréal, c'est sur le PA, les autres sont sur Conti. Sur le compte titre. OK, et alors, question, pourquoi ces 4 actions? Pourquoi, entre guillemets, «que 4 actions»? Est-ce que tu as Euh, comment tu peux oui, m'argumenter encore ça? une fois, j'avais un portefeuille qui était exagéré jusqu'à l'année dernière de presque 50 actions. Alors, OK. j'ai Alors tu as investi tout sur. changé, tu en as fait ta garde à 4. Oui, parce que à cause de, voilà, encore une fois, à cause du divorce, tout le portefeuille va être pour Ouais, madame. Et là, j'ai dû d'accord. recommencer. L'unique que j'ai gardé, c'est L'Oréal parce que j'ai un avantage, ce sont des actions comment, En nominatif? nomi- oui, en nominatif. Nominatif. Et Ouais, du coup, voilà, pour garder un peu plus les dividendes, je les garde. Et en plus, j'ai conviction sur l'entreprise. Et tout ouais. le reste, voilà, ça, j'ai démarré depuis décembre. J'ai mis 1000 Décembre, euros ouais. sur de Trade Desk. Après Apple, c'était un cadeau de l'ouverture de compte titre. Et OK. Tu es sur Airbnb, qui, comme titre? Trade Republic. OK. Je Et l'avais deviné, Airbnb, ceux qui t'offrent 25 €. je viens de le faire, voilà, il y a 2, 3 semaines. OK. Alors, mon Bon, objectif, c'est, ah, pardon, vas-y. non, vas-y, dis-moi, dis-moi. J'allais te Mon demander justement quel objectif, était alors pour la petite histoire, j'ai investi en actions directes depuis 26 ans et avec beaucoup d'erreurs, quelques succès aussi. Mais grâce à mmh l'expérience, même si je vais continuer à faire des erreurs, c'est inévitable, mais ma vision maintenant, face à voilà, ma nouvelle situation et l'avenir, c'est gérer un portefeuille de vente, 15-20 actions, plus ciblé et, OK. voilà, et essayer de faire mon mieux là. L'objectif serait 60% de mes actions qui battent l'index. Le marché? Ouais. L'index, OK. Est-ce que dans ta stratégie d'action globale, est-ce que tu prévois d'avoir un socle passif, donc on va dire une stratégie ETF avec un certain pourcentage et une autre en actif pour, faire du stock picking et choisir tes actions? Ou tu veux faire du 100 stock picking? Pour moi, je vais faire du 100% stock picking. Le ETF que j'ai ouvert, en fait, ça, c'est une stratégie pour ma fille. Euh, Ah OK, d'accord. En fait,
peut-être que j'ai bien entendu vos podcasts, ton podcast et d'autres gens, et il y aurait plus de sens de le mettre sur un PEA. Et je dois me renseigner avec un notaire parce que mon idée là, c'est de accumuler sur un CTO qui a de frais très très bas. Je pense que c'est celui-là, c'est à 0,05% sur le SP500. Et Ah oui, quand, ouais, d'accord, ok. Tu parles oui, de TF, ok. oui. Et là, lui transmettre comme héritage et payer zéro impôt d'ici Ouais, c'est ce que j'allais fin te de dire, son hein, temps. ce sera sache que contrairement à ce qu'on pense, alors, à force de le dire, je pense que je vais arrêter de dire que je le dis pas parce que j'ai l'impression que je le dis dans tous les podcasts maintenant, mais le CTO a quand même cet avantage-là qui est assez très intéressant. En fait, le CTO, il a l'inconvénient de la fiscalité, hein, pour quand on investit en nom propre et quand tu investis dans une optique de transmission, le CTO a un avantage vraiment important par rapport au PEA. C'est que voilà, tu l'as très bien dit, jusqu'à 100 000 € en fait, quand tu donnes des titres, alors tu peux le faire qu'une fois tous les 15 ans, mais jusqu'à 100 000 € de donation, tu ne payes aucun impôt, aucune CSG, que dalle. Donc, si voilà, tu achètes une action qui vaut 50 000, dans 10 ans, elle vaut 100 000 et que tu donnes ce titre-là à ta fille, elle repart avec un PRU, donc un prix d'achat à 100 000. Donc, c'est tout bénef pour toi et pour elle. Donc, Mhm. c'est je pense, une bonne idée d'utiliser cet outil dans le cadre d'une transmission, contrairement à ce qu'on peut penser. Et le PEA, ça a d'autres avantages, mais c'est plus pour toi, quoi. Dans une optique de transmission, c'est pas forcément le plus pertinent. Alors, mon objectif, c'est de la plupart des actions, le faire de stock picking. OK. Et bon, du coup, là, pour le coup, je peux malheureusement pas te dire grand-chose parce que j'ai conscience que tu es complètement au refond de ta stratégie et que ce que tu m'as présenté aujourd'hui, c'est, que le Oui. début, qu'une bribe de ta stratégie, hein. Donc, forcément, je vais pas te dire quoi faire. Je vais pas te dire: «Il faut que tu aies plus de 4 lignes, il faut que tu en aies voilà, que tu en aies 10 ou 20» parce que tu le sais très bien. Donc en réalité, là, pour le coup, j'aurais une plus-value que très faible sur ton portefeuille d'actions parce que je pense que tu sais déjà, ça qui voilà, que je vais te conseiller au moins d'avoir une dizaine, quinzaine, vingtaine de lignes, Oui. diversifiées. Par contre, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir quelle est ta stratégie en stock picking. Est-ce que tu as une idée de stratégie? Tu vois? Bon, je vais t'en citer quelques-unes, je pense que tu les connais aussi, mais est-ce que c'est plus des entreprises de qualité? Est-ce que c'est plus entreprises value? Est-ce que c'est plus de la croissance, du dividende? Est-ce que tu as une idée de ce que tu vas viser comme boîte? Est-ce que ça va être un mix de tout ça? Comment Oui, tu souhaites le construire? c'est un peu un hybride. Pour ce que j'ai traqué de mon historique, d'abord, la répartition géographique, je gère entre, je fais mon mieux pour que les États-Unis ne dépassent pas le 50%. OK. Par rapport à la stratégie sectorielle, entre 8-10. Par Mmh. rapport à un type de stratégie, comme tu disais, j'aime bien une hybride. Je pense que je vais plutôt m'orienter vers des entreprises de qualité, mais avec quelques petites touches de croissance, comme par exemple, voilà, là, Airbnb, The Trade Desk ou d'autres. Et OK. dividendes, quelques-unes pour compenser avec de dividendes. Mais je cherche des entreprises qui ont de dividendes croissance pendant beaucoup des années, mais en même temps qui ont une croissance dans sa performance. Alors, Mmh. c'est pas ni les dividend kings ni les dividend aristocrats, c'est en autre chose. Les dividendes croissants, ouais, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Ben, ouais, je pense que c'est intéressant ta stratégie parce que finalement, toi, tu as la retraite dans 12 ans, donc je pense que dans 12 ans, tu vas être content de toucher du dividende. Après, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir des gros dividendes aujourd'hui? Pas sûr, parce que finalement, tu en Mhm. as pas besoin pour vivre aujourd'hui. Par contre, d'avoir des dividendes croissants, ça peut être intéressant parce que du coup, tu peux loquer des PRU, enfin comment dire? Des rendements sur coût intéressants aujourd'hui. Si bien sûr le dividende continue de croître sur les 10-15 prochaines années, toi, tu auras peut-être des rendements sur coût, qui peuvent dépasser les 10 et ce qui peut être super intéressant. Mhm. Oui, c'est ça un peu. OK, donc du coup, tu veux quelque chose d'hybride, à la fois du dividende croissant, à la fois de la qualité, et à la fois de la croissance, si j'ai bien suivi, c'est Oui, ça? oui. OK, et 50 US à peu près, et puis après, quoi, tu as d'autres idées sur la géographie? C'est les entreprises, Euh, les pays que tu veux cibler? Europe et Suisse. Et en fait, ce que je pense que l'unique chose vers laquelle, l'unique chose, pardon, sur laquelle je pourrais aller vers un ETF, c'est pour pays émergents, par exemple, parce qu'investir directement sur stock picking en pays émergents, tu dois Ouais, être vraiment fort. il faut Et il je faut pense il que faut c'est connaître, très risqué. Ouais. C'est très oui, risqué. Tu dois être, ouais.
Mais À sinon, moins que tu connaisses bien l'économie, à moins que tu connaisses bien les boîtes là-bas, hein. Enfin après c'est en oui, fonction mais du temps c'est que tu y passes, mais pas, c'est vrai qu'on est moins confronté tous les jours, quoi. On entend moins parler de la 48e action chinoise que, de L'Oréal ou oui, que de Vinci, par exemple, quoi. oui. J'ai quelques idées, mais non, je pense que j'irai plutôt vers un ETF. Et pour la reste, oui, 50% aux États-Unis, la reste Europe, Suisse et un peu OK. d'Angleterre aussi, qui n'est pas l'Europe non plus, malheureusement. Mais oui, il faut le tenir en compte parce qu'il y a de bonnes boîtes là-bas. Il y a aussi la question de taux d'échange, mais je pense qu'Angleterre, une petite partie sur l'Angleterre, c'est aussi. OK. Et du coup, alors c'est pour mon info à moi, mais je pense que ça peut intéresser les gens qui font du stock picking. Alors, je suis désolé pour, les pros ETF, dont je fais partie, hein, mais pour ceux qui font que de l'ETF, ça ne nous intéresse pas forcément. Mais, je serais curieux de savoir, toi, quels sont les grands critères sur lesquels tu te bases pour choisir une action? Est-ce que tu as vraiment, je sais pas moi, 3, 4, 5 grands critères sur lesquels tu déroges pas? On va dire que voilà, quels sont tes critères principaux quand tu vas choisir une action en fonction de tes stratégies? Ouais, d'abord, je suis souscrit, j'ai été souscrit pendant des années à différentes publications qui m'ont formé. Mmh. Mais oui, au fur et à mesure du temps, tu te rends compte que si vraiment tu veux être plus ciblé, voilà, plus focus sur ton stratégie ou sur ton stock picking, je vais finalement sur voilà, le suivi des entreprises avec le rapport annuel, le chiffre, même si je ne suis pas expert comptable, mais oui, j'ai connaissance pour interpréter le compte annuel comme de résultats. Mmh. Euh, le lettre du CEO, c'est toujours très intéressant. Et la présentation de OK. résultats, je ne suis pas obsédé à chaque présentation, mais c'est vrai qu'au minimum, Tu j'ai une suis ça à petite quel alerte. quoi? Oui, je suis, il Mmh. n'y a pas de grosses surprises ou pour des opportunités. Voilà. Par exemple, Trade Desk, c'est une entreprise que je considère très intéressante. Au dernier trimestre, ils ont présenté un résultat très bon, mais que le marché a fait tomber l'action de 20-25%. Voilà, j'ai acheté parce que je Mmh. suis vraiment convaincu que c'est une très bonne boîte. OK. Et oui, c'est un peu ça. Et un peu freaky, mais j'ai lu même de reports 10K, comme dit aux États-Unis. Mais ça, c'est vraiment OK. condensé. Mais oui, je lis quelques reports aussi. Et pour être plus convaincu ou pour écarter peut-être de certaines idées préconçues que je peux avoir par rapport à une boîte. OK. Et ça, tu le fais du coup principalement, bah, j'imagine pour le suivi des boîtes dans lesquelles tu es ou pour rentrer sur une valeur? Oui, oui. Hem, Après, est-ce que tu as des, je sais pas, tu des ratios financiers sur lesquels tu vas te fixer quand tu vas analyser une boîte? Enfin, tu vois, des ratios qui sont accessibles assez facilement, même sur certains screeners ou certains moteurs de recherche, sur lesquels, voilà, tu as des préférences ou tu as une forte Oui. conviction sur tel ratio financier, par exemple? Finalement, fort conviction, oui, au fur du temps, évidemment, je le regarde, mais le P, le fameux PR, Mmh. oui, je regarde, mais c'est pas, sauf s'il y a des cas exagérés, mais non, je préfère creuser sur les autres ratios et les explications et l'évolution de compte annuel et de compte de résultats, parce que oui, il y a, je ne sais pas, peut-être tu vois l'extrême typique, mais oui, Amazon, il y a 20 ans, le PR était 1000, 1500, et voir, voilà, quand Amazon, c'était à 10 euros, à 10 dollars au moins. OK. Bah, je te parle avant la division, avant le split, c'était un dollar, un dollar quelque. Aujourd'hui, 170. OK. Si à ce moment-là, tu te bases sur le pair seulement pour investir, non. Et, Mmh. et bon, voilà, j'ai vu un cas qui est un peu extrême. Je ne dis pas qu'il faut le négliger, mais moi, je me base plutôt pour le tails, le prix de l'action par rapport au chiffre d'affaires, le, OK. le, comment on dit, cash flow, le free cash flow en français, pardon, Ouais, le free cash flow, ouais, bah, ça, le j'ai free aussi, cash flow, la capitalisation boursière, je fais hein. attention à Mmh. la capitalisation boursière, Tu prends que des grosses et caps? je vais plutôt pour le gross cap, oui. Euh, OK. mais aussi pour me faire une idée de la taille de l'entreprise, pas seulement le prix de l'action, mais la taille de l'entreprise à un niveau de capitalisation et d'importance. Et OK. après, quoi d'autre? Voilà, la croissance des résultats de l'EBITDA. J'ai un petit Excel sur lequel je traque les 5 dernières années de OK. principal ratio et je regarde l'évolution.
Et Mmh. oui, la croissance des revenus, le coût, le, voilà, le maintien de coûts, la réduction de coûts. Oui, ce sont plutôt ceux-là que je OK, bah, regarde. ça fait déjà pas mal de critères. C'est intéressant et Ouais. alors il y a Teddy qui te demande à quelle fréquence tu suis les résultats? Voilà, le trimestre et le C'est rapport les, ouais, annuel. publications trimestrielles, ouais. OK. Et la publication trimestrielle, je vais sur la présentation, je la regarde vite. Mmh. Et le rapport annuel, je fais mon mieux pour le lire complet. Écoute, super intéressant, Estelle, en tout cas, de nous avoir partagé ça. Bon, voilà, comme on a dit, malheureusement, avec là, ce que tu m'as renseigné, je peux pas te conseiller plus, enfin, je peux pas te conseiller, je peux pas te dire grand chose de plus parce que, bah, finalement, sur cet ETF-là, on est un peu bloqué et voilà, sur, bah, le stock picking, tu as déjà très bien en tête ta stratégie et bah, tu es en train de la reconstruire donc c'est un peu Ouais. compliqué de donner une acte d'optimisation parce que tu es en cours de construction. OK, ensuite, si on revient sur l'IMO, alors je voulais regarder, voilà, sur la part, immobilier net, on en a parlé, enfin physique et les SCPI, donc tu en as 2 aujourd'hui, tu as Remake Live et Pierreval Santé. Est-ce que tu peux nous dire, pourquoi, comment, enfin, pourquoi tu t'es dirigé vers ces 2 SCPI et de quelle manière tu l'as fait? Je viens de démarrer avec pardon, OK, j'avais des SCPI en direct, une ouais. SCPI en direct qui va être, pour madame aussi. Alors là, avec pas mal de formations et aussi pour la tienne, je dois avouer, je te remercie Ah, tu parce as que pris c'est SCPI Express? oui, j'ai pris j'ai pris SCPI Express. C'est Heu, c'est très intéressant, mais oui, il y avait des informations déjà que je connaissais, alors je vais orienter mmh, plutôt comme pour la même raison, parce que pour l'instant, je n'envisage pas d'avoir, besoin de revenus, passifs. mmh, Je vais plutôt sur la stratégie assurance assurance vie vie. Et avec, c'est surtout que tu as voilà une le fiscalité à 41 aussi, donc si tu le reprends en oui, direct, ça doit piquer, oui, quoi. Même si tu es en SCPI étrangère, je oui, pense que ça doit piquer un peu, quoi. oui, j'étais en CPI étrangère, mais effectivement, en fait, en étant marié, j'étais à 30, mais là, avec la simulation que j'ai fait, Ouais, soit j'ai fait beaucoup de ça va. réductions d'impôts, sinon je vais être à 41. Et voilà, je viens de commencer. C'est pas mon gros objectif, mais je vais commencer d'abord pour ouvrir l'assurance vie pour que l'horloge commence à compter le 8 ans. Ouais, prendre De- date, oui. l'horloge. Et, et deuxième, oui. Et deuxièmement, pour voilà, commencer à construire petit à petit. Et après, s'il y a de bons résultats sur d'autres investissements que j'aurai ou s'il y a de l'héritage, j'envisage d'y mettre et arriver à plutôt à 4 SCPI. Je ne pense pas, je suis d'accord plutôt sur pas mal de conseils que j'ai vus, pas trop diversifiés. Je pense que si tu peux Ouais, choisir, ouais, un- moi j'ai toujours tendance à recommander au moins 3, tu vois? Parce que je pense oui, qu'avec 3, on commence à avoir un portefeuille intéressant. oui, 2, bon, 2 c'est, enfin, 2 c'est le minimum. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire à commencer avec 3 puis après si 3 c'est vraiment pour moi le minimum. Après, si vraiment tu commences à avoir des sommes vraiment importantes et tout, là, pourquoi pas diversifier sur 4 ou 5. Puis il faut vraiment aussi que le sujet te passionne. Après, n'oublie pas aussi que tu as déjà une exposition en IMO qui est très importante, hein, si on regarde ton oui, patrimoine oui, global, hein. Tu as quand même 85 de ton patrimoine en IMO, donc il faut quand même aussi en tenir compte. La SCPI, ça reste de l'IMO derrière, hein, donc si demain tu as un crash IMO, c'est tout ton patrimoine qui est impacté, quoi. oui, Hem Alors, il y a un truc que je t'ai pas posé comme question, mais toi, tu as bientôt, tu vois, tu vas répondre quand même oui à 2 des questions que je pose pour les gens qui savoir si c'est intéressant d'ouvrir un PER. Tu as une TMI qui est forte, 41 et tu es à la retraite avec une visibilité quand même assez importante, quoi. Tu as une visibilité, tu sais que c'est dans 12 ans et a priori, tu es oui. OK pour bloquer cet argent jusqu'à la retraite, donc pour quelle raison tu n'as pas de PER aujourd'hui? PR individuel, tu veux dire? Oui. Oui, Est-ce je que tu as pense déjà à pensé? nouveau. Oui, je pense en ouvrir un, Ouais. soit cette année ou l'année prochaine, le plus tard. Oui. OK. Parce que là, pour le coup, toi, dans ta situation, alors bon, évidemment, hein, je peux te donner le conseil parce que j'ai pas tous les éléments, mais tu vois, tu réponds oui aux 2 questions principales que sont, bah, voilà, TMI élevé, plus, a priori, tu es OK pour bloquer de l'argent jusqu'à la retraite, tu vois? Si je dis pas de Oui, bêtises de ce que tu me dis depuis tout à l'heure, ça a l'air d'être ça, donc je me dis que ça vaut vraiment le coup que tu creuses le sujet parce que tu peux vraiment réduire ton impôt assez drastiquement, quoi. Tu peux vraiment aller racler ta tranche la plus haute, toi, celle qui est à 41, faire en sorte de oui, faire un petit calcul d'optimisation pour racler la tranche en 41.
Et voilà, si tu racles la tranche à 41, que tu optimises ce que tu peux, hein, alors je t'invite à regarder la page 4 de ton impôt qui te dit le plafond que tu peux aller, Oui, tu oui, peux ce oui. que tu peux, voilà, gratter, enfin ce que tu peux verser. Et avec ça, en plus, a priori, si tu as une baisse de revenus à la retraite et que tu viens de dépasser près la tranche à 41, ce que je peux supposer, si par hasard tu arrives à passer en tranche 30 à la retraite, pour toi, c'est tout bénef parce que tu vas défiscaliser à 41 et tu seras fiscalisé à la sortie à 30. Donc, tu auras Oui, vraiment, ça peut vraiment être pertinent dans ton cas, tu vois? Donc, à creuser, à oui. étudier, mais voilà, je pense que ça peut être intéressant que tu regardes, ça pour toi. Oui, cette année, je ne vais pas l'ouvrir parce que, encore une fois, à cause du divorce et la soulte que je dois payer, j'arriverai Mmh. déjà au plafond de réduction d'impôt. Mais pour l'année Ouais. prochaine, oui, tout à fait. Ouais, des Je pense que en fait, c'est tu vas attendre intéressant. que de régler ce Oui, problème de divorce et voilà, oui, toute la partie financière et administrative qui est liée. Puis, et il y oui, a Antoine aussi qui nous dit, les SCPI en démembrement, ça aussi, ça peut être super intéressant. Alors, la SCPI en nue propriété, dans ton cas, vu que tu es fortement fiscalisé, bah, je pense, enfin, je vais le répéter rapidement, mais les SCPI en nue propriété, quand tu sais que tu as une vision sur la retraite assez précise, par exemple, toi, dans 12 ans, tu veux faire un démembrement sur 12 ans, acheter ta SCPI à un prix décoté, tu payes aucun impôt pendant les 12 ans de démembrement. Au moment de la retraite, tu as la pleine propriété, tu recouvres la pleine propriété, donc tu as une plus-value de 40 ou 50 non imposable, bien sûr en fonction de la décote, et ensuite après tu touches tes loyers, donc ça peut être aussi une solution. Alors, pour ça, moi je trouve ça intéressant, parce que dans ton cas, ça peut être intéressant, clairement. Tu as une TMI importante et en plus, tu as une vision, tu sais à peu près à quelle date tu as la retraite, mais par contre, c'est intéressant quand tu as un capital important à placer. Parce que tu vois, si tu as, comment dire, si c'est pour faire un investissement mensuel en démembrement, ça va pas le faire, quoi. Il faut que tu aies en général un oui. capital important à bloquer sur démembrement. Donc, a priori, là, de ce que j'ai vu, il n'y en a pas forcément. Mais Non. si, je sais pas moi, si tu as une rentrée d'argent qui arrive ou la vente de l'appart, ou bref, tu récupères des liquidités, c'est vrai que ça peut être intéressant à creuser. Ouais. Oui, tout à fait. J'ai bien réfléchi et oui, la raison, c'est exactement ce que tu viens d'évoquer. Je n'aime pas de capital Ouais, tu important pas de pour capital. maintenant. Non, je dois le reconstituer dans les prochaines années. Ok. Du coup, on va terminer avec la partie exotique, alors qui est vraiment exotique. Pas de crypto, pas de private equity, pas de crowdfunding, mais par contre, tu as des voitures de collection, à hauteur d'à peu près 30 000 €. Alors, quand tu m'as dit ça, moi, je pensais que tu avais, des vieilles Ferrari ou ou des vieilles R5, mais non, tu as des Non. petites voitures. Alors, est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Qu'est-ce que c'est, cet investissement? Alors, c'est plus un Oui, investissement de passion, hein, mais oui, en fait, c'est pas, ça n'a jamais démarré comme un investissement. Effectivement, c'était une passion dès que j'étais enfant. J'aimais beaucoup le petit circuit routier de voitures électriques et j'ai mmh participé à beaucoup, beaucoup de courses. J'étais doué et ça, c'est devenu ma passion, même avec de points hauts et de points bas, ouais. comme d'habitude. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'est ma passion. Et d'abord a été, voilà, faire des courses, rouler avec mes frères, avec d'autres amis. Et comme en Espagne, il y a un réseau très important de ce type de compétition, il y a, spécialement aux années 90, avant l'arrivée d'Internet et tout le gaming, etc., Mmh. c'était vraiment spectaculaire la quantité de courses qu'il y avait. Et ça a évolué il y a beaucoup, il y a différents choix il y a la partie course, il y a la partie collection, il y a la partie jeu, jeu pour voilà, jouer Mmh. avec des amis si tu as ton petit circuit chez toi. Et moi, à Mmh. force de participer dans des courses et de commencer à être intéressé aussi pour les voitures classiques et pardon, et collection, oui, je me suis rendu compte que j'ai monté à un volume de Un voitures empire important. de voitures de collection, ouais. Pas un empire, mais oui, j'ai beaucoup de voitures, quelques centaines de voitures, de petites voitures. Et qui, au Et final, ont une valeur importante, quoi, parce que si tu me dis 30 000 €, oui, c'est que c'est pas rien, quoi. oui, j'ai fait l'inventaire et même à prix coûtant, voilà, ça fait un montant. J'ai l'assuré, la collection. Mmh. Et, et ce que je commence à faire dans les dernières années, c'est commencer à vendre. D'un côté, c'est pas pour l'investissement per se, mais c'est parce qu'il y arrivait un moment que j'en avais trop. J'en avais trop, je Ouais, ouais, devais tu en avais trop, il fallait, ouais. réduire. Oui. Mmh. Et voilà, petit à petit, ça me donne, je ne sais pas, 200 € par mois, 300 € par mois, ce qui est Mmh. toujours un complément.
Et finalement, encore une fois, comme j'ai l'avantage là que j'ai, ou que je vois, que cela m'a appris aussi un peu la vie ou le boulot, c'est si tu n'es pas pressé, tu mets le prix que tu considérais correct, sans abuser, sans vouloir t'enrichir, Mhm. mais je n'ai pas besoin de le vendre, alors je mets mon prix. S'il y a des personnes qui ne le considèrent, c'est toujours l'offre et la demande, voilà. Mais Mhm. ce qui a le pouvoir un peu du temps, le temps de son côté, il y a plus de chances d'en sortir un peu mieux. Alors, je mets une voiture en vente à tel prix, je ne la vends pas pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, pas de problème. Une année, pas de Ouais, t'es pas problème. pressé, quoi. Oui, je ne dis pas qu'ils vont toujours sortir, mais là, 80-90% de voitures, finalement, sortent. Et, Mhm. et j'ai fait Trop bien. un petit profit là. Et, et voilà, c'est pour ça que, oui, c'est une petite partie de. C'était, comme je disais, c'était pas un investissement per se. Je vais investir en petite voiture de collection, comme il y a les gens avec les Mhm. Lego ou d'autres, beaucoup de passions de montres de collection, de vraies voitures. Pour cela, tu dois avoir un bon montant d'argent. Mais, mais Mhm. oui, finalement, c'est un certain patrimoine que j'ai, effectivement. Ouais, mais c'est important de le considérer aussi, quoi. Oui. Ok, et du coup, si on reste sur la partie exotique, pas de souhait d'investir en crypto, private equity, crowdfunding immobilier. Est-ce que c'est des choses qui te parlent ou qui t'intéresseraient? J'ai beaucoup réfléchi sur les cryptos, mais il y a 3 ans déjà, et Et tu je ne regrettes? me suis pas lancé encore. Plutôt l'or. Je pense que c'est pas, Ouais, j'espère que alors? c'est pas pour l'aspect papy, mais dans mon stratégie, le crypto, j'ai du mal. Je la mets, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce qu'il y a derrière. Voilà. Et Ok. c'est pas pour le mettre dans un truc, mais je suis d'accord plutôt sur les gens, ou le fameux Buffett ou Charlie Munger qui disait, si tu ne comprends pas, ne t'y mets pas. J'ai Hmm. vu, Ça, je partage aussi. j'ai lu, je me suis renseigné, mais Et tu comprends les désolé, toujours pas, donc je n'arrive pas exactement à savoir qu'est-ce que j'achèterais. hmm. Et, et oui, je pourrais mettre pourquoi pas un petit pourcentage, mais je ne suis pas Mais allé il y en encore. a qui font ça. Moi, je vois pour les cryptos, je vois un petit peu deux types d'investisseurs. Tu as ceux qui ont pris le temps de comprendre, enfin, je dirais, tu as trois types d'investisseurs. Tu as ceux qui veulent uniquement spéculer, hein, qui voient on va dire, qui voient la lumière et qui disent, moi, je veux aussi, je veux ma part du gâteau et vite, vite. Et voilà, et Oui, souvent, c'est moi qui fais des conneries en général. Tu as ceux qui prennent le temps de comprendre et qui investissent à long terme parce qu'ils ont une conviction, parce qu'ils ont compris et que ça les intéresse, ils ont une conviction forte. Ou tu as ceux qui n'ont pas pris le temps forcément de comprendre, qui n'ont pas forcément de conviction, mais qui veulent pas être les seuls qui n'investissent pas, ou qui veulent avoir juste. Ils savent que c'est ultra volatile, que ça peut faire des pertes de fou, comme ça peut faire du. Voilà, ça peut tomber à zéro, mais ils se disent, au cas où ça monte à 1 million, ben, j'aurai 2-3% de mon patrimoine qui est dedans. Et je vois souvent ces deux types de profils, en fait. Soit ceux qui oui. investissent vraiment par conviction forte, parce qu'ils ont compris, ou soit ceux qui n'ont pas forcément tout compris ou qui ont eu la flemme, mais qui veulent juste voilà, avoir un tout petit pied dedans au cas où, tu vois. Donc Oui. après, hein, je dis pas que les deux solutions sont bonnes ou pas bonnes, hein, mais je fais juste un constat de ce que j'ai remarqué sur les profils de gens qui investissent en crypto, en tout cas. Je pense que dans les années à venir, oui, une fois la fameuse pyramide aussi que tu recommandes soit plus construite sur Mhm. l'or et pourquoi pas, je pense que sur le crypto-monnaie, je vais y placer quelques. Petite bille, ok. Ok, Steph, bah écoute, on n'arrive pas trop loin de la fin. Romain qui nous pose une question sur YouTube, qui dit: Je suis arrivé après un potentiel Steve, habite-t-il en France ou en Espagne? Je suis moi-même depuis peu résident fiscal en Espagne. Je me demande s'il y a un avantage fiscal particulier à investir sur les produits financiers français, ou s'il est préférable de privilégier des produits espagnols. J'ai un PEA et un PEE ouvert en France et projet d'investir en IMO en France depuis l'Espagne. Alors, Estève est bien espagnol, mais Oui. il habite en France depuis 14 ans, c'est ça? Non, depuis 2014. Non, oui, Ok. Et donc, tu dis que tu es résident fiscal en Espagne et que tu te demandes s'il y a un avantage fiscal particulier à investir sur les produits financiers en France. Alors, le problème, c'est que si tu es résident fiscal espagnol et que tu n'as vraiment rien pour prouver que tu as une résidence fiscale en France, tu ne pourras pas ouvrir de PEA ni d'assurance vie. En fait. Tu vas être déjà bloqué par ça. Si avant d'être résident fiscal espagnol, tu avais un PEA et une assurance vie, très bien, tu pourras toujours en profiter. Donc, ça peut être super intéressant de continuer parce que tu profiteras de la fiscalité
du coup de ces supports-là, même en étant résident fiscal espagnol. Mais si tu ne les as pas ouverts avant de partir, tu risques d'être bloqué pour les ouvrir. Donc moi je dirais profites-en, si tu les as, profites-en, profite du PEA parce que c'est quand même une enveloppe, très intéressante. Et le PEE, théoriquement, bon, je pense que si tu es résident fiscal espagnol, c'est que tu as dû peut-être bouger de boîte et que tu es plus forcément dans l'entreprise, donc je suis pas sûr que tu puisses encore investir dans ton PEE, si tu es plus dans la boîte. Mais voilà. Donc je sais pas si ça a répondu à ta question parce qu'elle était assez longue, je me suis peut-être un peu paumé dans le raisonnement. Dis-moi si tu veux que je précise un petit peu le raisonnement Romain, pardon. Du coup, je vais pas tarder à vous laisser. Avant de donner le mot de la fin à Estève, moi je voulais juste passer un petit message pour ceux qui me suivent, que ce soit en live ou ceux qui écouteront en replay. C'est l'avant-dernier live que je fais. Il y aura le prochain live qui sera donc lundi prochain, où j'analyserai le patrimoine, d'un abonné aussi, hein, mais qui on a calé tout ça. Mais après, voilà, pour ceux qui en savent plus sur ma vie perso, voilà, j'attends un enfant là pour début mars. Donc je peux à tout moment d'ailleurs annuler le live de ce soir et celui de la semaine prochaine. Mais si tout va bien, ce sera pour début mars. Donc voilà, la semaine prochaine, dernier live et après je vais couper, d'une part parce que voilà, il y a l'arrivée du bébé et puis, clairement après je vais être dans le jus pendant un mois, je le sais, donc je vais devoir un petit peu freiner. Donc voilà, pour info, il n'y aura plus de live à partir de fin février. Si je trouve le temps et que tout va bien, on redémarrera, fin mars, début avril. Mais voilà, pour la petite info. OK, est-ce que, Estève, tu as un petit mot de la fin à nous dire sur, je sais pas moi, ton patrimoine, ta stratégie ou sur ton ressenti sur l'échange qu'on a eu aujourd'hui? Non, je suis très content. Merci beaucoup encore. Oui, seulement commenter que pour un étranger, vraiment comprendre tout, voilà, tout l'avantage de placement, toute la question de fiscalité, les petites astuces, et le rang d'astuces, c'est difficile, c'est vraiment un parcours. Et grâce Et à puis des et puis podcasts, on aime bien la difficulté en France, nous, sur la fiscalité. On n'aime pas et quand c'est grâce simple à, et puis en plus les lois elles changent tout le temps, donc si tu prends l'exemple de l'assurance vie, ça change à chaque gouvernement, donc ça complique encore plus, la fiscalité, ouais, quoi. mais grâce à des podcasts comme les tiennes et d'autres collègues à toi, c'était vraiment très, très facilitateur. Et c'est toujours enrichissant, oui, de compléter un peu ton expérience personnelle, son expérience personnelle, je veux dire, avec le regard des autres ou des gens qui sont vraiment dédiés à ça. Et je t'en remercie, comme je remercie à beaucoup de podcasteurs qui y a sur ces sujets. Écoute, merci en tout cas Estève pour ton suivi et pour ta fidélité depuis du coup 2 ans maintenant et d'avoir joué le jeu, d'être passé sur le podcast et sur le live. Du coup, merci à D'accord. toutes et à tous. Je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier live, de ma vie avant d'être double papa. Voilà, bonne soirée, à bientôt.